Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Christian Estrosi. Christian Estrosi, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes député maire UMP de Nice et vous côtoyez tous les jours à l'Assemblée des députés radicaux. Je rappelle que le Parti radical est présidé par Jean-Louis Borloo qui a fait un pas de plus ce matin vers une candidature centriste en 2012. Alors vous qui les côtoyez, ces députés radicaux, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont quitter l'UMP pour suivre Jean-Louis Borloo dans sa démarche présidentielle ? Je n'ai aucun sentiment peureur. La seule certitude que j'ai, c'est que nous avons un devoir. C'est n'avoir aucune rupture avec ceux que je considère comme des amis. Voilà 4 ans que nous avons mené les réformes voulues par le président de la République avec Jean-Louis Borloo et ses amis. Ils nous ont soutenus en toutes circonstances. Il y a encore de nombreux mois avant l'élection présidentielle, avant que chacun n'arrête ses positions définitives. Et surtout, ne nous mettons pas dans une situation où il serait difficile demain de recoller les morceaux. Gardons le dialogue, écoutons, sachons nous comprendre et nous parler, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas, par exemple, mettre en demeure les radicaux de choisir leur camp, comme Jean-François Copé a l'intention de le faire au bureau politique demain ? Nous sommes à 11 mois des élections présidentielles. Je crois que tout cela, c'est beaucoup de précipitation et que tout ce qui pourrait apparaître comme un chantage ou une menace pourrait conduire Jean-Louis Borloo et ses amis à prendre une attitude irréversible. Tant que rien n'est fait, j'estime que tout est possible, que nous devons tout faire pour l'unité et l'union autour de Nicolas Sarkozy. Et donc pour cela, à aucun moment, nous ne devons faire preuve de quelque provocation que ce soit. Et pour être parfaitement précis, est-ce que ça englobe aussi le versement de la somme de 1 million que l'UMP s'est engagé en début de législature à donner aux radicaux qui ne se présentaient pas sous leur étiquette propre ? C'est un débat d'épicier dans lequel je ne veux pas rentrer et qui ne me semble pas opportun pour l'instant. En tout cas, c'est clair. Jean-Louis Borloo a justifié sa démarche en disant qu'il ne se sentait plus à l'aise depuis de longs mois dans l'UMP. On l'écoute, si vous voulez bien. De quelle UMP on parle ? De celle du bouclier fiscal ou de celle du RSA? Est-ce qu'on parle de l'UMP qui met les radars ou qui les retire? On parle de l'UMP qui veut détricoter le RSA ou le renforcer? De quelle UMP on parle? On parle de cette UMP généreuse, car il y a beaucoup de gens très généreux qui tendent la main à l'UMP, ou de ceux qui, un peu par fatalisme, se sentent obligés de cliver la société française. Est-ce qu'il y a une dérive de l'UMP ? D'abord, c'est ce qui, aujourd'hui, m'amène à une petite contradiction avec Jean-Louis Borloo. C'est que Jean-Louis Borloo est bien un ministre important qui a participé à tous ces débats, qui a joué pleinement son rôle au sein de notre famille politique. Notre famille politique, elle est diverse. Et moi, j'aurais souhaité que Jean-Louis Borloo reste dans cette famille politique, peut-être pour y tenir d'ailleurs les mêmes propos, parce que je crois que cet édifice que nous avons bâti sera encore plus solide demain si nous acceptons la différence de chacun. Donc c'est là qu'il faut être très prudent et que j'attends des responsables de ma famille politique de ne pas avoir d'attitude qui fasse qu'il y ait d'autres Jean-Louis Borloo qui quittent l'UMP demain. Mais en même temps, je dis à Jean-Louis Borloo que ce type de discours, j'aurais préféré qu'il le tienne à l'intérieur de notre famille politique. On entend beaucoup ces temps-ci la droite populaire et ses propositions qui font clivage. On ne sait pas si c'est volontaire ou non. Est-ce que ça signifie que la droite populaire incarne aujourd'hui l'idéologie dominante à l'UMP ? Je viens de vous dire que l'UMP était diverse. Est-ce qu'elle est autant qu'elle l'était ? Mais attendez, c'est formidable qu'il y ait une droite populaire, qu'il y ait une droite sociale, qu'il y ait une droite rurale. Avant, on disait les libéraux, les centristes. Alors, pour poser la question autrement, est-ce qu'on entend suffisamment la droite sociale ? Moi, je suis très à l'aise puisque, d'abord, je suis gaulliste et j'ai toujours appartenu à ceux qui ont refusé d'appartenir à un courant, tout en respectant ceux qui faisaient ce choix au sein de l'UMP. Et donc, ça n'est pas aujourd'hui que je vais critiquer un tel ou un tel. Par contre, mes convictions, j'entends les défendre sans prétendre incarner un courant. Mes convictions, ce sont des convictions qui reposent d'abord sur la justice sociale parce que je pense que la bataille des présidentielles se gagnera sur le principe de la justice sociale, sur la redistribution des richesses au sein de l'entreprise, sur la répartition des dividendes entre les actionnaires et les salariés, sur l'accompagnement aux chefs d'entreprise. Et lorsque je parle des chefs d'entreprise, c'est ceux des PME
et pas forcément ceux des grands groupes qui malheureusement ne respectent pas toujours le principe du fabriqué en France que j'ai tant défendu lorsque j'ai été ministre de l'Industrie pour qu'il y ait de véritables filières où entre donneurs d'ordre et sous-traitants, on favorise l'emploi salarié en France et on favorise les relocalisations. Vous souhaiteriez que l'UMP s'exprime davantage sur le terrain économique et social ? Je crois que c'est sur ce terrain que nous l'emporterons. Je crois qu'il est important, en tout cas je me battrai de toutes mes forces pour que ce soit cette pensée qui puisse dominer sans écarter les autres. Je crois que les deux piliers fondamentaux sur lesquels nous devons reposer notre démarche, c'est le pilier régalien, celui de la sécurité, celui de la justice, et le deuxième, celui de la justice sociale, du respect des classes moyennes, du respect des salariés, de la redistribution des dividendes. Lorsqu'il y a une redistribution pour les actionnaires, il doit y avoir une redistribution pour ceux qui contribuent à la croissance de l'entreprise, et sur la montée du pouvoir d'achat, parce que de toute évidence, ce dont souffre un grand nombre de Français aujourd'hui, c'est d'avoir vu notamment les matières de première nécessité, je pense à la nourriture, aux fournitures scolaires, augmenter, sans pour autant voir leurs revenus augmenter. Vous parlez de sécurité. Votre ami Éric Ciotti, qui est le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, vient de créer, ou a créé la semaine dernière, une brigade anti-fraude au RSA. Est-ce qu'il a raison de faire ça ? Pourquoi sommes-nous un territoire d'innovation dans les Alpes-Maritimes et notamment la future métropole de Nice-Côte d'Azur avec le Conseil général? Parce que de l'addition de nos forces, nous veillons à réduire la dépense d'administration et donc tout ce qui remet en cause, à cause des fraudes, la justice sociale, pour dégager plus de marge d'investissement, pour plus d'attractivité, plus de compétitivité. Donc forcément, dans l'équipe que nous faisons dans les Alpes-Maritimes, j'ai soutenu de toutes mes forces l'initiative d'Éric Ciotti. C'est autant d'économies que fait la collectivité pour rendre plus de pouvoir d'achat avec ma ville, avec le département, et en même temps réaliser plus d'investissements pour soutenir l'activité locale. Dans les Alpes-Maritimes, on pratique aussi beaucoup la vidéosurveillance. La CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, vient de mettre en demeure 5 établissements scolaires d'enlever les caméras de ce qu'elle appelle les lieux de vie, la cour de récréation, le préau ou le foyer des élèves. Que pensez-vous de cette décision ? Eh bien, vous verrez que viendra le temps où c'est la communauté scolaire qui réclamera qu'on l'on en mette. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de protéger nos enfants, où nous voyons malheureusement tant de drames, de rackets, etc. J'ai connu l'époque où je proposais de la vidéo aux entrées des collèges et des lycées, où les conseils d'administration me les refusaient, jusqu'au jour où ils sont venus me les réclamer. Viendra le temps où la communauté scolaire viendra les réclamer. Et nous y répondrons bien évidemment. Je crois que la CNIL commet une erreur. En tout cas, ça c'est une proposition actuelle du Parti socialiste, c'est de réserver la vidéosurveillance aux accès des établissements scolaires. Oui, fut un temps où il refusait la vidéosurveillance à l'accès des entrées des bâtiments scolaires. Et puis aujourd'hui, ils estiment le contraire. On voit bien que les socialistes sont toujours enfermés dans leur idéologie et dans leurs contradictions. Vous avez parlé de pouvoir d'achat. Christine Lagarde, la ministre de l'économie, vient de demander aux compagnies pétrolières de répercuter la baisse du prix des carburants quand il y a baisse. A-t-elle les moyens de les y forcer ? Eh bien, je dirais que de la part de Christine Lagarde, il était temps. Parce que voilà des mois que je le réclame. Voilà des mois que je ne cesse de dire qu'il n'est pas normal que de grands groupes pétroliers comme Total, qui enregistre près de 10 milliards d'euros de dividendes l'année dernière, en même temps n'en restituent pas une partie pour faire en sorte que le pouvoir d'achat des usagers de l'automobile soit préservé. Et comment fait-on pour le Moi, je dis très clairement que Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés, que Total, en même temps, ne baisse pas les prix lorsqu'il y a une baisse des cours du pétrole, que Total ne redistribue pas des dividendes à l'ensemble de ses salariés lorsqu'il distribue des dividendes à l'ensemble de ses actionnaires, y compris dans les dispositions qui ont été prises, parce que comme il n'y a pas d'augmentation de distribution des dividendes, d'augmentation des dividendes, et il y a toujours des dividendes, eh bien pas d'augmentation des dividendes, pas de distribution des dividendes aux salariés, c'est inacceptable. J'ai demandé une commission d'enquête dans ce sens. Je suis très heureux que Christine Lagarde, aujourd'hui, enfin, dise cela. Non, j'attends toujours, alors qu'elle est co-signée par des dizaines de députés. J'espère qu'elle sera inscrite à l'ordre du jour du Parlement. En même temps, oui, on peut prendre des dispositions législatives. Les Britanniques l'ont fait pour pouvoir restituer une part des dividendes et faire en sorte que le coût à la pompe soit régulé
en fonction ou de l'augmentation ou de la baisse, mais pour qu'il reste accessible à l'ensemble des usagers de l'automobile. Eh bien, Christian Estrosi, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro où nous recevrons le député socialiste Arnaud Montebourg.